Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle émission de la chaîne Histoire Crépue. L'émission s'appelle Disculture et c'est un talk show détente où ensemble on va décrypter les jeux vidéo et la pop culture pour comprendre ce qu'elle dit de notre société. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Disculture, c'est une nouvelle émission sur la chaîne Crépue où on va parler de pop culture, on va analyser la pop culture, discuter de pop culture et surtout parler de tout ce que la pop culture raconte sur notre société. On a beaucoup entendu des gens qui nous disaient on s'en fout, c'est juste un jeu, c'est juste un film, etc. L'idée ça va être vraiment d'analyser tout ça et de voir ce que la pop culture dit de notre société. On va lancer ce format-là avec Michael juste ici. Et oui. Parce qu'on travaille tous les deux dans le milieu du jeu vidéo et justement le sujet du jour c'est Assassin's Creed Shadows ou le samouraï légendaire noir qui a beaucoup fait polémique cette année. On a beaucoup entendu parler de ce fameux Yasuke. Assassin's Creed, c'est la licence d'Ubisoft qui raconte l'histoire de Templiers, d'assassins qui défendent la liberté. Et donc, dans chaque opus, on suit des personnages différents. Là, on a le nouvel opus Assassin's Creed Shadows qui présente donc l'histoire de Yasuke et de Naoe. Nous, on va surtout parler aujourd'hui de Yasuke qui est le personnage noir légendaire qui a réellement existé. Alors, est-ce qu'il a réellement été un samouraï? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le cas dans le jeu. Et c'est quelque chose qui a fait énormément polémique. Je vais me présenter pour commencer. Donc moi je m'appelle Jane, je suis journaliste jeux vidéo, je suis aussi consultante, créatrice de contenu et j'ai aussi fondé une association qui s'appelle Afrogameuse pour ceux qui connaissent. Et puis je te laisse Michael te présenter. Bien sûr. Je suis très heureux de présenter cette première émission avec toi. Et puis j'ai hâte de parler avec vous de ce que le jeu vidéo nous laisse, puisque c'est effectivement un vecteur de nos luttes, de nos biais et des stéréotypes. Et puis en tant qu'ancien ado passionné de jeux vidéo, de manga, de séries, je me dis que là cette fois-ci, en étant adulte, il y a tellement à dire justement sur comment le jeu vidéo nous impacte et voilà ce qu'il nous amène de la société, ce qu'il embarque avec tout son bagage. Voilà. C'est ça. Sachant qu'on travaille tous les deux dans le milieu du jeu vidéo, donc on a beaucoup à dire sur le domaine. Et à chaque fois, en fait, chaque mois, on va avoir un invité différent qui va venir aussi nous parler de sa propre expertise sur ces sujets-là. Cette fois-ci, on est avec Kylian alias Kelly qui nous rejoint. C'est ça. Bienvenue à toi, merci d'être là. Merci pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Je suis trop content d'être là. Voilà. Et on est ravis. Et on a aussi Oli qui est créatrice de contenu manga et animé. Effectivement, et merci beaucoup de m'avoir invitée. Trop bien. Kelly, du coup, toi, tu es créateur de contenu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail, de ce que tu fais? Alors oui, moi je suis créateur de contenu. J'ai surtout commencé sur des shorts et pour faire un peu de la vulgarisation. J'ai d'abord fait un peu des tutos sur Elden Ring parce que j'adore les sous-likes, j'adore rôter du sang comme on dit, chez nous là, dans cette communauté de joueurs. Donc voilà, j'ai fait des petits tutos et puis j'ai aussi commencé à parler de ce qu'il y avait derrière, etc. Les petites références qu'il y avait derrière, l'histoire, la moralité et je fais aussi de la vulgarisation de jeux vidéo. Alors de la vulgarisation pour les choses un peu basiques. Par exemple, c'est quoi un FPS pour expliquer à papy, mamie ou son copain, sa copine qui connaît pas trop. Et aussi vulgariser les choses dans l'industrie. Parce qu'en fait, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, mais s'intéressent pas vraiment à ce qu'il y a derrière. Et du coup, voilà, moi, c'est pour parler de ça, de parler aussi des informations, comment marche l'industrie. Et voilà, pour parler un peu de tout ça globalement. Et puis Assassin's Creed Shadows, voilà. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur le jeu. Donc il y a eu cette fameuse polémique, notamment autour de Yasuke, le fameux samouraï noir. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir parler de ce sujet précisément? En fait, vu que c'était un jeu super attendu, il y avait beaucoup de commentaires sur le jeu. Et puis en fait, c'est quand il y a eu l'annonce que ça allait être un samouraï noir. Alors là, vas-y, il y a eu pas mal de désinformation, pas mal, clairement du racisme, etc. Et même de la Faut dire des choses. C'est clair, oui, non, mais il faut le dire. Il y a eu de la manipulation, pour juste cracher sur le jeu, cracher sur Yasuke, cracher sur Ubisoft, etc. Et moi, je voyais qu'il n'y avait pas de contre-discours. Sur les réseaux comme TikTok, ça allait. Il commençait à en avoir, mais sur YouTube, je voyais qu'il n'y en avait pas du tout. Et vu que j'avais déjà commencé à faire un travail en format court, j'ai voulu faire un travail en format long pour amener un contre-discours.
Mais je pense qu'on en avait vraiment besoin. Yasuke a vraiment pris cher sur les réseaux sociaux, à tel point que moi je me suis dit que j'allais aller lui faire un petit câlin là. J'ai pu le rencontrer, donc je lui ai fait un petit câlin pour lui dire ça va aller, on croit en toi. Il y a des gens en tout cas qui ont envie de jouer à ce jeu. Et effectivement, donc il a cristallisé beaucoup de débats en ligne cette année entre les commentaires racistes, misogynes, sexistes. On a marqué donc des gens qui nous disaient on s'en fout de la couleur de peau d'un personnage, et soudainement les mêmes gens venaient en fait crier et s'indigner sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils s'en foutent pas du tout. Donc on va vraiment parler dans cette émission des raisons de cet acharnement sur Yasuke. Pourquoi est-ce qu'il fait autant de débats? On va parler du contexte historique aussi derrière sa création, enfin son histoire en fait, tout simplement. On va essayer de démêler le vrai du faux grâce à l'enquête que toi tu as menée, K-League. On va parler bien sûr de l'impact de ces polémiques-là dans notre société, aussi sur les représentations de Yasuke dans le jeu directement. Donc restez avec nous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vous propose de faire un petit jeu parce que je pense que c'est intéressant de faire connaissance avec toi. À mon avis, pour connaître une personne, c'est bien de savoir ce qu'elle aime. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu, K-League, où je vais te poser quelques questions et toi tu vas essayer de me répondre le plus rapidement possible à ce que tu préfères. Ok, c'est parti. K-League, dis-moi, est-ce que tu préfères Street Fighter ou Tekken? Tekken. J'ai enchaîné Tekken 3 quand j'étais petit, donc Tekken. Let's go. Tu préfères Avatar, le maître de l'air, ou Avatar, les films de James Cameron? Avatar, le maître de l'air, mais franchement, loin, de loin. Ah ouais. Ah ouais, non, mais de loin. Plutôt Aang ou Korra, juste comme ça là. Voilà, ça c'est la question difficile. Korra. Allez, je suis d'accord avec toi, let's go. Est-ce que tu préfères Star Trek ou Star Wars? J'ai jamais trop regardé Star Trek, donc Star Wars. Ok, ça marche. Hélène et les garçons ou Plus belle la vie? Je suis pas sûre que tout le monde ait la ref là. Alors, Hélène et les garçons, c'est trop vieux pour moi et je regardais Plus belle la vie lors des toutes premières saisons. Oui, mes parents regardaient ça. Donc, voilà. Je vois Mickaël qui a fait une tête en mode. Voilà, le boomer, il est là. Non, tranquille. Est-ce que tu préfères Totally Spies ou Cat Size? Non, Totally Spies, je connais pas Cat Size, c'est plus ma copine qui... Waouh, je juge fort. Là, j'avoue, je juge fort. Ok, t'es team Nintendo, Xbox ou PlayStation? La question très dure pour les gamers. Oh là là, j'ai pas vraiment de partie. Je dirais, allez, parce que nostalgie, j'étais souvent sur PlayStation. Avant, je suis passé PC maintenant. Ouais. Donc j'ai envie de dire PC, tiens. Voilà, allez, je change de... PC, très bien, il a dit Joker. Et dernière question pour toi, foot de rue ou Code Lyoko? Oh non. Tout le monde est en mode tête. Code Lyoko. En vrai, la musique, le concept, etc. Non, franchement, ouais, Code Lyoko, c'était vachement innovant. Et bah c'est parti, regarde, on est pile poil les 1 minute 30. Bravo, ça va archi vite en fait. J'avais plus de questions, mais on va rester sur ce temps-là. Moi, je trouve que la réponse sur Avatar, merci en fait. Parce que d'où on choisit James Cameron à la place de Avatar, Aang et Korra, c'est pas possible. C'est long, c'est beaucoup trop long pour le scénario que c'est. C'est beau, mais c'est long. C'est ça. Toi, tu connais Cat Size? Parce que t'es un petit peu plus jeune. Cat Size, non, pas du tout. Non, mais tu connais Totally Spies, par Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Vous voyez la jeunesse. Faut que tu rattrapes Cat Size. Je suis sûr que tu vas. Il faut savoir que Totally Spies, c'est juste une suite un peu éclatée de Cat Size. Excusez-moi, c'est mon avis. C'est mon avis. C'était un dessin animé, c'est ça? Ouais, en gros, t'avais déjà les 3 héroïnes là. Elles s'appellent quasiment, c'est quasiment les mêmes noms en plus, Alex, Sam et Tam. Alors que dans Totally Spies, c'est Alex, Sam et Clover. Ouais. Elles ont les mêmes costumes, juste des couleurs différentes. Bref, il faut connaître. Je te promets, tu vas kiffer. Essaye de rattraper. Nicky Larson. Oui, bien sûr. C'est lié. De mémoire, je crois que c'est lié les deux mangas. Ouais, je crois que c'est le même auteur. Ouais. Et je crois que même Cat Size à un moment apparaît dans Nicky Larson et je sais pas si Nicky Larson. Il y a des crossovers, oui, c'est vrai. Pas comme il y a eu un crossover, je me rappelle avec Totally Spies et Martin Mystère. Mais oui, c'est vrai. Voilà. On a les mêmes rêves, j'adore. Je pense qu'on est de la même génération à peu près. Et d'ailleurs, justement, toi, est-ce que tu as des héros particulièrement qui te parlaient dans ton enfance? Alors, tu vois, même si tout à l'heure je disais Hélène et les garçons, c'est trop vieux pour moi, mais moi j'ai grandi avec des références, on va dire, de boomer. Parce que je suis né en 95, mais moi, mes premiers mangas et animés que je regardais, c'était Les Chevaliers du Zodiaque et Ken le Survivant. Genre, parce qu'on avait la collection en cassette, etc. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi on avait ça. Et vu que ma mère regardait ça quand elle était plus jeune, elle a dit bah tiens, tu regardais ça. Du coup, moi j'ai eu Ken le Survivant. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort à 5 ans. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger, voilà. Archi violent. Ouais. Vous regardiez aussi, ça vous parle, toi, ça te parle? Ah bah oui, moi je regardais tout ça. Vraiment les dessins animés des années 80 quand j'étais petite, c'était grave ma cam. J'avais la chaîne manga en fait depuis le Bénin déjà. Je regardais ça et je me suis beaucoup construite à travers ça. Je sais pas si ça
vous a influencé aussi d'avoir grandi avec des dessins animés comme Bien ça sûr. Ouais, Incroyable, ouais. on est d'accord. Team Dragon Ball pour moi. Ouais, bah, Dragon Ball, Ouais, moi, ouais. Nicky Larson et même encore, je dirais encore GTO, tu vois. GTO, c'est trop bien. Ouais, il y a d'autres choses que tu regardais plus jeune, justement au-delà des animés, des mangas. Alors ouais, moi c'était surtout des mangas. Après les animés, enfin ce qui passait sur France 3, du coup il y a eu Foot Ouais. de rue, Code Lyoko, etc. Mais après moi aussi c'était pas mal de jeux vidéo. J'étais déjà un Ok. gros gamer dès le début. Et bien sûr, bon, il y avait des Disney, voilà, Hercule, Aladdin. La base. Voilà quoi. La base. Aladdin, le best, le Ouais. best. Quoi. Ah, le génie incroyable. Hein. Exactement. Ok, bon, je pense que rien que ces réponses-là nous ont déjà donné une idée de qui tu es, donc ça va, je trouve que tu passes le vibe check, comme on dit. Pas d'avis Chez désastreux, les ça Américains. va. On peut continuer l'émission. Ça me convient très très bien. Donc moi je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet. On est là pour parler de Yasuke, c'est le gars qui a fait peur à tous les gamers, à tous les fachos en fait d'internet là. Pour rappel d'ailleurs les gens, Assassin's Creed Shadows, donc le jeu, ça ressemble à ça. On va vous montrer le trailer en images. You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. The ocean's filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. Power. Vengeance. And you? Will you continue down that river? Or choose another path beyond what we see? And we must look for it together. Voilà, donc Assassin's Creed Shadows, c'est la licence phare d'Ubisoft. Hein, et cette fois-ci, c'est un opus qui se déroule au Japon, qui était très attendu par les fans. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de critiques. Et en gros, le jeu raconte l'histoire de Yasuke, un esclave qui devient samouraï au service du seigneur féodal Oda Nobunaga. Et il y a aussi le deuxième personnage, donc Naoe, qui elle joue le rôle d'une ninja qui souhaite venger son père et en gros libérer son peuple. On peut donc jouer les deux personnages dans le jeu, sauf que un samouraï noir, ça fait polémique pour les gens. Et je voudrais que tu m'expliques un petit peu, Kelly, toi, pour toi, d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle est partie cette polémique au final? Bah, elle vient des gamers, mais surtout une petite tranche de gamers, hein, ça je pense que c'est important de le rappeler, qui sont très bruyants. Et en fait, bah, les gens attendaient beaucoup cet Assassin's Creed, un Assassin's Creed qui se passait au Japon. Enfin, le principe c'est de discret et tuer des gens. Bah, du coup, discret qui tue des gens, on pense forcément aux ninjas. Et du coup, bah, au Japon, voilà, et ça faisait 10 ans qu'on l'attendait. Et là, ça y est, on l'a. Donc on a eu nos ninjas et on se dit bah pourquoi pas un samouraï, ce serait aussi bien. Et bien on a eu une autre samouraï et là bah Yasuke qui est un personnage historique qui a réellement existé et voilà, il est noir. Alors là on comprend pas, on se dit mais comment ça se fait, voilà, les gens pètent un cap pour rien. Enfin, petite partie et ils disent mais c'est une insulte envers le Japon, c'est une insulte envers la culture japonaise, les Japonais. Voilà, on reviendra en détail là-dessus. Et voilà, c'est de ça est devenue toute cette polémique. Et à partir de là, bah, il y a eu des gens, des influenceurs, des personnalités publiques. Hein, on va jusqu'à. Tout le monde a pris parti en fait c'est ça, sur ce sujet-là. Bon, on va jusqu'à Elon Musk quand même. Enfin, ouais, c'est voilà vrai. quoi. Donc, qui a balancé des clichés, tout simplement une haine, un message raciste autour de tout ça et tout un tas de polémiques inventées, mais on en parlera, je pense, plus tard. Sans problème. On va effectivement revenir un peu sur des affirmations qui ont été dites. Hein, donc, justement, de savoir ton avis là-dessus. Je vais commencer avec une première. Ce qui se disait, c'était que Yasuke n'avait jamais été samouraï. Voilà, que dans la vraie histoire de Yasuke, même si effectivement il y a très peu d'archives en fait autour de ce personnage. Voilà, je voulais savoir, ce qu'on voulait savoir avec Jen, c'était justement de par toutes les adaptations qu'il y a eu, qu'est-ce que tu penses de ça, savoir s'il a été samouraï ou non, par rapport au jeu lui-même aussi. Ok, bah
c'est vrai que même s'il y a très peu d'archives, quand même, dans certains mémoires et de différentes personnes, dont Oda Nobunaga, hein, dont 2 mémoires, même s'il y a très peu d'éléments, c'est quand même assez exceptionnel qu'on parle de lui. Parce qu'en général, quand on parle d'histoire, on parle des nobles, des bourgeois, des rois, etc. On ne parle pas du petit peuple, tu vois. Donc le fait déjà qu'on parle de lui, en plus à différents endroits, ça quand même, ça attise la curiosité. Et surtout, on parle des rois, mais aussi les jésuites. Là, on a beaucoup d'informations, c'est les jésuites qui l'ont amené au Japon. Du coup, voilà. Et quand on regarde aussi ce qui a été dit sur lui, on sait qu'il a eu quand même de certains privilèges qu'un esclave n'est pas censé avoir. Donc s'il était qu'un esclave, enfin, au vu des documents qu'on a, il n'aurait pas été aussi considéré, aussi visible finalement. Il a été rémunéré, il a eu une demeure, il a eu des armes de bonne manufacture. Donc voilà, il a assisté avec Oda Nobunaga à des conseils militaires aussi. Donc c'est pas n'importe quel esclave, et même les nobles à l'époque n'assistaient pas, tu vois, il y avait les personnes qui assistaient sur les champs de bataille et les gens qui étaient là pour amuser le seigneur. Donc lui, il était peut-être un rôle entre les deux, mais il est quand même à des moments importants, il accompagnait Oda Nobunaga. Et puis j'ai l'impression que c'est surtout lorsqu'il était avec les jésuites qui l'ont ramené, les Portugais en fait qui l'ont ramené au Japon, là il avait vraiment ce statut d'esclave, mais en fait son statut a évolué une fois qu'il était au service du seigneur Oda Nobunaga. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs images, plusieurs adaptations de Yasuke dans les médias. Donc, on a une image qui nous montre justement on le voit dans un livre d'enfants qui a été fait au Japon. On a des mangas qui ont été adaptés sur lui, des animés. Donc, en fait, Yasuke, il existe aujourd'hui dans plusieurs médias. Il y a même une série télé dans laquelle il apparaît, des jeux vidéo. Donc, Yasuke, en fait, le gars, il existe dans les mémoires depuis longtemps, mais beaucoup de gens l'ont découvert maintenant dans les jeux vidéo. C'est clair. On disait qu'il était samouraï déjà il y a super longtemps, genre dès les années 68, il a fait dans des comédies musicales, on dit que c'est l'ancien samouraï qui part en troubadour dans tout le Japon avec son groupe, etc., qui était une nouvelle, qui ensuite est devenue une grande comédie musicale au Japon. Enfin vraiment, c'est pas une invention, ce qu'on reproche, c'est de dire oui, c'est une invention occidentale, de dire parce que voilà, ils veulent mettre en avant des noirs comme ça, parce qu'ils ont envie, voilà, c'est un délire du moment, mais non. C'est le délire des Japonais, en fait, de base, et qui est là depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il est quand même une représentation particulière. Il est très grand par rapport à la moyenne des personnes japonaises de l'époque. Le fait qu'il soit noir aussi de peau, c'était quelque chose qui était... oui, tout à fait. C'était quelque chose qui n'était pas banal, quoi. Donc forcément, les gens se retournaient sur lui. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, le fait qu'il soit retranscrit à travers plusieurs œuvres, ça semble logique, ne serait-ce que pour la curiosité qu'il incarnait, quoi. C'est ça. Clairement. Et puis c'est vraiment, comment il est décrit, il est vraiment comme quelqu'un qui s'adapte, vraiment, qui a du respect pour la culture japonaise, et surtout, c'est vraiment, chaque fois qu'on voit Yasuke, dans 99% des cas dans les œuvres japonaises, c'est l'homme de main, enfin le garde du corps, le guerrier, qui est fidèle à Oda Nobunaga, qui est vraiment, c'est vraiment le synonyme de la fidélité, vraiment. Yasuke. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le personnage historique qui a réellement existé d'ailleurs, parce que c'est le seul personnage dans les Assassin's Creed qui est réel, et moi je trouve que c'était intéressant de prendre ce parti pris-là de la part d'Ubisoft. Et comme on n'a pas beaucoup d'informations en fait sur sa véritable histoire, ils ont un peu comblé le vide, ils ont trouvé des informations qu'ils ont créées chez Ubisoft pour ensuite en faire le jeu. Et moi je trouvais que justement c'était finalement assez intelligent, parce que ça te crée, ça te plonge dans, ça te crée une nouvelle histoire en fait vis-à-vis de lui, et on a le droit de faire ça dans les jeux vidéo, on peut s'amuser à faire ça. C'est une œuvre de fiction, c'est dit dès le début. Donc, exactement. Dans tous les Assassin's Creed d'ailleurs, c'est écrit dès le début. Et comme tu le disais très bien, en fait Yasuke il existe depuis bien longtemps, et quand il a été adapté, que ce soit en 68, en 2017 ou en 2014, ça faisait pas polémique. Et là c'est vraiment maintenant, en 2025, que les gamers se sont dit c'est bon, c'est too much pour nous, un noir dans un jeu vidéo, c'est pas possible en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu, il y a une recrudescence de ce qu'on appelle le Gamergate. Donc voilà, des gamers qui veulent garder leurs jeux vidéo, voilà, que des hommes blancs, on parle toujours des mêmes sujets, violence, jeux de tir, etc. Et qui, dès qu'ils commencent à avoir d'autres choses arriver, ils disent ouais, c'est quoi ça? Non mais pas ça pour nous. Et puis là, il y a vraiment une recrudescence
ces dernières années avec Trump qui est revenu au pouvoir. Quand ça a commencé, c'est quand Trump faisait son élection et là il est revenu, ça a repris de plus belle. Ça a libéré la parole finalement. Une des choses qu'on a beaucoup entendu dire aussi en ligne, c'est des gens qui nous disaient non mais nous en fait on voulait un héros japonais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis un héros japonais? Alors, je tiens juste à rappeler quelque chose, c'est que le héros japonais, il est bien dans le jeu. C'est juste que c'est une femme, mais bizarrement, elle est complètement occultée, tu vois. Bah non, pourquoi on irait jouer une femme, en fait, dans un jeu vidéo? C'est n'importe quoi. C'est même pas la première fois qu'on joue une femme dans les Assassin's Creed. Ça a été le cas, je crois, dans Odyssey, il me semble. Oui, c'est ça. Dans certains autres auparavant, il y avait même notamment, je crois, dans Evelyn, dans Black Flag, dans le DLC. Donc, et même dans Odyssey, à la base, on devait, j'ai oublié son nom, je sais plus. Cassandra. Cassandra. Oui, à la base, on devait jouer que elle. Ça devait être elle le personnage principal. Sauf que ça n'a pas plu à certains éditeurs, notamment à Serge Escouette. On l'a appris ça plus tard avec les tribunaux, etc., avec Ubisoft, que en fait, lui disait une femme, ça vend pas. Ça vend pas. Et du coup, en fait, c'est limite un retour des choses, de remettre de plus en plus en avant. Des femmes dans le jeu vidéo, enfin dans les jeux Ubisoft, c'est remettre en avant une volonté des développeurs en fait. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant quand même le fait de vouloir complètement mettre de côté le personnage féminin alors qu'elle existe et qu'elle est réellement là. On occulte sa japonaisité, je sais pas si ça se dit. En tout cas, le fait qu'elle soit japonaise sous prétexte qu'il fallait que le héros soit forcément un homme. Et est-ce que vous pensez que en fait ça aurait été mieux finalement de mettre un personnage masculin japonais, surtout que en fait, les samouraïs ont déjà été représentés dans les jeux vidéo. Je pense à un jeu qui s'appelle Nioh, où en fait le samouraï c'était un homme blanc. Et là encore, ça n'avait pas fait polémique. Et aussi inspiré d'un personnage historique qui s'appelle Adam Williams et qu'on le dépeint souvent, même dans Shogun, ça a inspiré de lui. On le vend comme un guerrier, alors qu'Adam Williams, lui, c'était un navigateur. Il n'a jamais été reconnu pour ses talents de combattant. Voilà, certes, il a été samouraï, lui, on est un peu plus sûr, mais ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été un combattant hors pair, quoi. Mais pourtant, on le vend comme ça, mais bon, ça ne dérange pas. Voilà, on ne se propose pas de questions, quoi. Pour te répondre, moi, je pense qu'il y en a eu beaucoup déjà des jeux vidéo avec des samouraïs et que, justement, ça apporte une certaine fraîcheur d'avoir un héros qui soit pas forcément celui qu'on a l'habitude de voir. Une héroïne ninja, c'est intéressant aussi. Il y a eu d'autres jeux, je pense à Tenchu, notamment, qui est sorti dans les années 90, où on incarnait des ninjas et ça rendait très bien. Donc il y avait le côté justement infiltration qui était à son summum. Et puis des jeux comme Onimusha, on parlait de héros qui étaient occidentaux. Je crois que le troisième, me semble-t-il, il y a même Jean Reno. Il y a Jean Reno dedans. Oui, il y a Jean Reno. Et là, il y a moins de problèmes. Enfin, il y a eu quand même des discussions autour de ça, mais ça restait quand même une personne connue. Et donc, bon. On va dire qu'on passe ce genre de choses, mais c'est vrai que là, on était au sommet de la polémique et de la misogynie aussi avec Naoe. Parce qu'en plus, Naoe, si on doit suivre un peu le fil des autres Assassin's Creed, elle est archi stylée en fait en tant que ninja. C'est elle le véritable assassin, parce que en fait dans les mécaniques de jeu d'Assassin's Creed, vous avez Naoe qui est un peu le ninja, qui fait de l'infiltration, qui est très subtil, alors que Yasuke c'est un peu le gros bourrin qui va défoncer un peu les grosses portes avec son sabre et ses coups de pied là. Donc c'est assez marrant, c'est intéressant d'avoir des mécaniques de jeu qui sont assez différentes. Et moi je trouve que le GOAT du jeu, c'est vraiment Naoe finalement. L'histoire des deux personnages est très intéressante parce que j'ai fait le jeu et j'ai pu aussi regarder pas mal de gens y jouer, mais je trouvais que finalement c'était assez bien équilibré d'avoir les deux. Puis moi j'ai vu pas mal d'avis qui disaient moi j'ai plus aimé Naoe, j'ai pas supporté Yasuke, et même l'inversement, ils disaient Yasuke l'assassinat, moi je viens plus des nouveaux Assassin's Creed, du coup un peu plus RPG, combat, etc. Et voilà, et d'autres ont aimé jouer les deux. Donc en vrai, plus on a de propositions, plus on a de choix, mieux c'est, je trouve. Donc, il y a eu également des choses qui ont été dites, en tout cas des choses rapportées, notamment sur les réseaux sociaux, comme quoi notamment les Japonais se sont sentis insultés par le jeu. En tout cas, c'était surtout visible auprès de l'extrême droite japonaise. En tout cas, c'est ça qui
qui en ressortaient, et aussi les conservateurs, les extra-conservateurs américains, qui voulaient avoir cette chasse gardée autour justement du jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, en fait, déjà sur les différentes polémiques, enfin, les inventions qui ont été extrapolées, il y a un moment, il y a eu une pétition, on dit oui, elle a eu, je sais pas, 100 000 signatures, on dit oui, les Japonais sont énervés, etc. C'est faux, hein. Ça c'est pas beaucoup, hein. Moi je rappelle que Kim Kardashian, quand elle a voulu faire une marque qui s'appelait Kimono, la pétition a eu 1 million de signatures, et là, croyez-moi que ça avait vraiment gueulé, et Kim Kardashian, elle a rien fait, hein. Donc voilà, donc si les Japonais étaient vraiment énervés, on aurait vraiment entendu beaucoup plus de bruit que ça, surtout que tout le monde pouvait signer le truc, tu regardais les commentaires, c'était la moitié, 30%, 40%, c'était des Anglais, voilà. Oui, ils sont passés beaucoup pour des Japonais aussi. Aussi. Et puis ça dépend de l'outil également. Parfois, on peut faire à travers plusieurs adresses email, on peut re-signer plusieurs fois. Enfin, voilà, faut faire gaffe en tout cas aux pétitions en ligne. C'est ça. Et concernant les politiques, vraiment, oui, il y a eu un député, vraiment d'extrême droite. Les gars, ils sont vraiment ultra minoritaires dans les chambres japonaises. Et puis quelqu'un anciennement le parti qui était le plus majoritaire au Japon, qui a posé une question au Premier ministre japonais, qui a d'ailleurs démissionné il n'y a pas longtemps. Voilà, il a juste posé la question et le Premier ministre japonais, en fait, c'était une réponse bateau, il n'a pas attaqué Ubisoft, etc. Mais nous, ce qu'on pouvait voir du côté occidental, c'est « Oh là là, le Premier ministre japonais met un coup de pression à Ubisoft, voilà, il trouve... » On a eu vraiment... une extrapolation de ça. Et en fait, en même temps qu'on utilise la voix des Japonais, des Asiatiques, de la part de l'extrême droite, c'est assez commun en fait, ce qu'on appelle la théorie démontrée, c'est la minorité modèle. C'est, on va utiliser les Asiatiques pour dénigrer une autre communauté. Par exemple, on va dire, oui, en France, on dit, oui, regardez, les Arabes et les Noirs, ils n'arrivent pas à s'intégrer, etc., ils sont bruyants. Mais regardez, les Asiatiques, eux, ils sont discrets, ils travaillent bien, etc. Alors qu'en vrai, ça a double tranchant, parce qu'on va dire, ils travaillent bien, mais quand ils vont aller demander un salaire, enfin, une augmentation, parce qu'ils travaillent certes bien, ah oui, vous demandez aussi... il y a vraiment... C'est une catégorisation. C'est ça, et c'est vraiment un outil de l'extrême droite de pouvoir déjà dire des trucs racistes en disant non mais c'est pas nous qui sommes racistes, regardez les Asiatiques aussi. Mais en fait on instrumentalise les Asiatiques, pour le coup les Japonais. On n'est pas les seuls racistes en fait. Oui, on n'a pas le monopole. Alors en vrai c'est du racisme envers aussi les Asiatiques. Et ça c'est un truc que j'aurais voulu rajouter aussi dans ma vidéo, mais que j'ai découvert ça en lisant le livre de Lin Landau qui parle de son livre Vous les Asiates. Et là j'ai découvert ça, et c'est vrai qu'en fait on retrouve cette technique d'utiliser les Asiatiques pour dénigrer une autre communauté. Il y a plein de techniques qui ont été utilisées vraiment pour que les gens n'achètent pas le jeu en fait. Il y a eu notamment des créations de listes pour faire dire aux gens, regardez ce jeu, il est woke, n'allez pas y jouer. Vous allez beaucoup entendre ça dans le milieu du jeu vidéo. D'ailleurs dans le cinéma aussi ça revient beaucoup. Ariel, la petite sirène, c'est trop woke, n'achetez pas, c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Alors que des années auparavant, lorsqu'on avait des personnages noirs, des héroïnes féminines dans les films d'animation de Disney, c'était jamais un souci. Mais maintenant, en fait, il y a vraiment une libération de la parole des personnes issues de l'extrême droite qui se sentent en fait à l'aise de dire ces choses-là sur Internet et veulent influencer aussi les gens autour d'eux à penser la même chose. Et c'est aussi pour ça que maintenant, vraiment, on utilise le mot woke à tort et à travers. Moi, je vous avoue que c'est un truc qui me fatigue beaucoup. Oui, et puis on peut se dire aussi que il y a le rôle des algorithmes sur les réseaux sociaux qui mettent en avant ces polémiques-là plutôt que les réalités, comme on dit. Ils se relaient tous entre eux, ils sont tac-tac, voilà, et ça fait un effet comme si tout le monde en parlait, alors qu'en vrai, pas du tout. En fait, c'est juste eux qui sont Oui, c'est ça, et c'est très difficile de rétablir une certaine réalité derrière, et donc, effectivement, ça amplifie des choses qui sont parfois des épiphénomènes, et on a l'impression, pour le grand public, que c'est la voix dominante. Et donc, il faut faire très attention à ça. Je me demande s'il y a ces débats-là aussi dans le monde des mangas, un petit peu tel personnage est noir, c'est pas normal. Je me rappelle pour One Piece, il y a une adaptation là qui arrive bientôt,
Et l'une des héroïnes sera jouée par une jeune femme américaine qui, me semble, est d'origine sud-asiatique. Hein. Ouais. Et il y a eu des polémiques aussi par rapport à ça, je crois. Il y a énormément de polémiques comme ça dans le manga, notamment avec Gachakuta qui est sorti récemment. On a pas mal de personnages noirs dedans. On a notamment une femme noire et un homme noir. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça récemment et tous mes commentaires, c'était le débat. Non, il n'est pas noir, alors que l'autrice elle-même, celle qui dessine, avait dit que le personnage était noir et pourtant les gens ne veulent pas l'accepter alors qu'on vous le dit. Enfin, le personnage est noir, quoi. Ouais. Enfin, acceptez-le. Juste accepter. Quoi. Et c'est super, comment dire, paradoxal, je dirais, parce que, on est dans une société qui prône l'acceptation, mais pour autant, quand on inclut des personnages noirs ou autres, ça fait directement polémique, en fait, je comprends pas du tout. Oui, il y a une espèce de dissonance, hein, parce que les gens vont te dire non, mais c'est bon, faites vos propres jeux, faites vos propres personnages et tout. Ouais. Mais quand on le fait, ah oui, non, mais c'est woke. À un moment donné, il faut aussi accepter que d'autres histoires aient envie d'être créées, d'être vues et d'être racontées, quoi. Je reviens juste encore toujours sur la polémique autour de Yasuke. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'une vidéo où en fait on a des youtubeurs qui réagissent au trailer du jeu, à un gameplay en fait du jeu où on voit Yasuke vivre sa vie, quoi, normalement. Est-ce qu'on a cet extrait ? Oui, c'est raciste, c'est le cliché du noir, il est grand, il fait que tout casser, il écoute que du hip-hop, il mange que du poulet frit, voilà, des pastèques. Est-ce qu'il sent la ceinture ou le portefeuille aussi, parce que ça c'est important. Est-ce qu'il sent le cuir un peu là, sur les marchés? Ça c'est un truc ça? Ah ouais? Tu connais pas ça? Non, mais vas-y, mets-toi tu vois. Les Renois sur les marchés, mec, ça sent le cuir. Voilà, conversation qui dérape bien évidemment. Ça, c'est des youtubeurs. Il y a vraiment un vrai enjeu maintenant de ces youtubeurs, de ces créateurs de contenu qui font un peu, qui construisent leur fonds de commerce sur les polémiques. Avant, c'était beaucoup aux États-Unis, ça continue aux États-Unis, mais les Français s'y mettent aussi beaucoup. Au Canada aussi, donc on a en fait ces youtubeurs qui font du commentary, des commentaires complètement déplacés en fait sur ce type de polémique. En voyant ça, ça vous évoque quoi, vous ? Ah, moi, ça me crispe. Parce qu'on sent qu'il y a un côté, comment dire, tu parlais de libération de la parole, mais il y a un truc d'exutoire en fait. On se lâche parce que de toute façon, on voit, c'est des trois personnes blanches ou en tout cas associées qui ressemblent, qui se lâchent parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de contre-discours derrière. Et quand bien même il existait ce contre-discours, il ne serait pas valable parce qu'ils ont la science infuse, ils ont la bonne vision des choses et de comment les choses se passeraient. En tout cas, c'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que tout ça, il y a finalement, même quand des personnes concernées, racisées réagissent, il y a un côté, non mais toi, d'invalider un peu les discours qui sont en face. Toi, tu es concerné, donc de toute façon, ton discours, ça passe pas, quoi. T'es trop biaisé. C'est ça. Et puis même, ce qui est en fait énervant quand on voit ça, c'est que ces gens-là ne sont pas, à part se faire démonétiser leur chaîne YouTube, en fait, ils vont quand même continuer à parler de ça. Et en fait, le message va continuer à se diffuser. Et en fait, moi, ce qui m'énerve en voyant ce genre de truc, c'est qu'il n'y a pas des répercussions, genre, faudrait fermer leur chaîne. Enfin, là, quand on entend, les noirs, ça sent le cuir. Enfin, s'il te plaît, ça devrait être interdit. Mais même quand il y a des polémiques entre créateurs de contenu, je pense à Régé le Gorilla et Asterion qui s'étaient clashés justement sur Assassin's Creed, le wokisme, Ubisoft, etc. Qui sont des créateurs de contenu. Qui sont aussi des créateurs de contenu, mais que voilà, qui disaient, il y en a Asterion qui défendait le côté obscur du jeu vidéo, et Régé, dans sa démarche de passer, on va dire, le bon message. Et ben t'avais Seap là qu'on a vu qui lui réagit sur ça et qui après appelle à un moment il fait ça en mode Régé il est à Lille, si vous le voyez n'hésitez pas. Tu vois, il appelle au harcèlement. Oui, c'est ça. Voilà, mais il dit pas. Et après, il dit attention, il faut que je fasse attention à ce que je dise, tu vois. Donc en vrai, en fait, ça va même plus loin. Et ça, c'est une vidéo qui a fait des dizaines, quinzaines de milliers de vues, etc. Et c'est des trucs qui sont, c'est un peu l'incitation à la violence. Et ça passe. Ça passe. C'est juste, ils gagnent plus de l'argent avec ça. Fort heureusement. Mais en vrai,
Ça a vraiment appel à de la violence. Ouais, il n'y a pas de vraie sanction pénale. De la violence. Je trouve que ce qu'ils disent dans le jeu, moi ça me fait beaucoup rire parce qu'ils disent en gros, bah voilà, dans la musique du jeu, c'est du hip-hop, enfin c'est pas normal, c'est complètement raciste. Donc je me dis, l'audace en fait qu'ils ont de se dire, c'est nous en fait qui décidons maintenant de ce qui est raciste ou non, c'est pas vous. Je trouve ça très très drôle. Hein. Et après, ils jouent avec des clichés comme quoi Yasuke mange du poulet frit et compagnie. Ça ne va pas. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais ça ne va pas chez ces gens-là, je crois. J'aimerais ton avis aussi, Kélix, sur la représentation de Yasuke dans le jeu. Au final, moi, j'ai un petit peu joué. Moi, ce qui me faisait un peu peur, parce que quand j'ai appris en fait que Yasuke allait exister dans le prochain Assassin's Creed, j'étais très contente, mais j'avais aussi beaucoup d'attentes et je me suis dit, à quoi est-ce que je devrais m'attendre, quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont faire un personnage voilà, qui va finalement atteindre mes attentes, même si je ne savais pas trop à quoi m'attendre? Je voulais juste avoir une représentation qui soit intéressante, qui soit complète, qui soit riche, qui soit cool. Je voulais être fière d'avoir un personnage noir emblématique dans un Assassin's Creed. Et je me demande si, pour toi, est-ce que c'est mission accomplie là avec Assassin's Creed Shadows? Bah, pour moi, je trouve que ça fait le taf, vraiment. Franchement, on sent qu'il y a un peu l'héritage justement des œuvres japonaises, ou un Yasuke qui essaye de faire le bien autour de soi, qui reste de rester dans ses convictions. Je trouve que c'est quelqu'un qui essaye d'être ouvert et de comprendre aussi le monde qui l'entoure. Je trouve un peu dommage qu'on développe pas un peu son histoire d'avant. On l'apprend surtout sur la fin. Bon, je vais pas spoiler, mais voilà, on sait pourquoi voilà, il est arrivé avec les Jésuites, etc. Quel est son lien avec Assassin's Creed, la guilde des assassins, etc. Je trouve ça bien, mais j'aurais voulu avoir un peu plus ou voir une manière un peu différente aussi, un peu plus d'originalité. Bon, vu le contexte dans lequel travaillaient les développeurs, ça aurait été compliqué, mais j'aurais peut-être voulu voir un Yasuke qui finalement n'était peut-être pas esclave, mais qui venait c'était un esclave affranchi en Inde, il y en avait beaucoup à cette époque-là, et qui finalement en fait était un guerrier qui était là en mode garde du corps des Jésuites, et c'est en voyant que Oda Nobunaga, en voyant et en discutant avec Yasuke, parce que Yasuke savait parler un petit peu japonais quand même dans le truc, donc en disant en fait ce qui l'a intéressé c'est pas que le physique, la posture, etc. C'est aussi la personne. Exactement. Qui est en mode, il aurait eu une histoire. Il a dit, bah oui, moi je venais anciennement du Mozambique, on m'a emmené en Inde, j'étais un esclave affranchi, plutôt bien traité parce que là-bas, dès que tu te prenais aux esclaves, tu étais puni, voilà. Et il dit, voilà, j'ai grandi, j'ai voyagé, il explique tout ça à Oda Nobunaga, et c'est comme ça qu'il dit, ah oui, tu sais qu'il est vraiment intéressé du personnage, de son vécu. Moi, j'aurais voulu avoir ça, et après, ça aurait été plus d'incarnation. C'est ça, voilà. Et puis ça aurait évité, tu sais, le fameux scénario de l'ascenseur social, il part esclave pour devenir samouraï. Moi, j'aurais voulu. En fait, c'est quelqu'un qui vient là et qui s'est adapté et qui, en échangeant, est monté parce que voilà, en fait, le fait de mélanger les cultures, etc. Comme quoi, ça peut vraiment marcher ensemble. Mais après, voilà, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant. Je trouvais ça bien aussi le fait que on n'occulte pas en fait sa couleur de peau et sa personne dans le jeu. Ça aurait été bizarre, je pense, de le faire sans que ça ne soit un sujet, alors que le mec il ressemble à personne au Japon. Mais on le voit dans le jeu, les Japonais le regardent, on tourne la tête dès qu'il est de passage. J'ai une vidéo que je trouve assez cool qui va vous montrer un peu l'aura de Yasuke. C'est un passage où en fait il arrive pour sauver l'autre personnage, Naoe, et voilà, ça va vous montrer un petit peu à quoi il ressemble dans le jeu. Là, il fait de l'aura farming, clairement. One more step, stranger, and you die! I offer you the same choice. You really think you stand a chance? Another step, and we will both find out. J'aime bien parce que son accent, ils ont choisi un voice actor, un comédien afro-américain, mais il semble qu'il a aussi des origines ghanéennes. Et du coup, tu sens aussi dans son accent qu'il a un certain accent africain, bien sûr. Même si elle ne veut pas savoir d'où exactement.
ils ont essayé de You mettre ça have made your choice then. Ben, j'avais une question un petit peu plus générale pour me faire un pas de côté par rapport aux jeux vidéo. Qu'est-ce que cette polémique nous dit de notre société justement sur les questions de toxicité sur les réseaux sociaux? On a déjà un peu abordé le sujet, mais voilà, en regardant d'un peu plus haut, même pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le secteur, qui ne pratiquent pas de jeux vidéo, qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, cette polémique, selon toi, selon vous même? Bah, pour moi, ça veut dire c'est toujours une... en fait, il y a des gens qui essayent de répandre leur idéologie à travers la culture pour ensuite amener voilà, à penser différemment et pour peut-être après avoir des répercussions peut-être politiques, etc. Moi, c'est ça que je vois. Les répercussions en soi, en fait, c'est très bruyant. Bah, il y avait Afrogameuse qui avait montré une étude de l'Institut européen du jeu vidéo qui disait bah, en fait c'était 728 comptes et qu'à eux seuls représentaient 22% de la couverture, je crois que c'était sur Twitter. Oui. Et en fait c'est très bruyant mais ils sont peu et fort heureusement ça a pas, pour l'instant ça n'a pas de répercussions auprès des ventes parce que finalement le jeu c'est bien vendu. Le jeu c'est plutôt bien vendu, n'en déplaise aux détracteurs. De toute façon tu peux pas mentir, Ubisoft on dit ça répond à nos attentes, sachant que le jeu était très attendu, parce que Ubisoft, ils étaient un peu dans la panade, bon, ils en sont encore un peu, mais voilà, le fait qu'ils disent ça répond à nos attentes, c'est-à-dire que le jeu s'est bien vendu. Mais en fait, l'impact, il est surtout auprès, malheureusement, des gens qui en parlent, qui essaient de faire un contre-discours, des développeuses et des développeurs qui travaillent là-dessus. Enfin, il y a eu quand même, pour la première fois, un filet de sécurité à la sortie du jeu pour protéger ceux qui avaient travaillé là-dessus, quoi. Oui, parce que, pour rappel, en fait, les personnes qui ont travaillé sur le jeu ont été harcelées en ligne, ciblées, surtout les femmes, parce que les femmes qui étaient surtout dans les équipes des writers, des autrices, en fait, qui ont écrit le scénario du jeu, etc., et de toutes les personnes LGBT et compagnie, et elles ont vraiment été ciblées. On nous dit qu'en fait, Assassin's Creed sera un mauvais jeu à cause de ces personnes-là, et donc il fallait les cyberharceler. C'est pour vous dire jusqu'où ça va, et Ubisoft a dû réagir par rapport à ça. Et un de leurs outils que tous partagent, là, c'est ils prennent, en général, Ubisoft, quand c'est la journée des droits de la femme, ils prennent, je sais pas, à Montréal ou à leur studio, une photo de toutes les femmes qui travaillent au sein d'Ubisoft dans tel ou tel studio. Et souvent, eux, leur truc, c'est de dire, regardez, alors, ils montrent en 2002 une équipe où il y a plein d'hommes et une seule femme, et après, cette photo, pris dans une occasion un peu spéciale où ils ont fait exprès de réunir toutes les développeuses ou les personnes qui travaillent dans le studio. En montrant cette photo, on va dire ah ben regardez, avant il n'y avait que des hommes, maintenant il n'y a que des femmes et c'est pour ça que Ubisoft est en train de couler, quoi. Oui, bien sûr. Et ça se partage sur tous les grands comptes et même c'est relayé après par des grandes personnalités et ça fait des millions d'impressions et c'est infâme, quoi. Donc c'est ça, une des choses qu'on peut retenir en fait de tout ça, c'est que il faut se rappeler que toutes les personnes qui crient au wokisme, etc. en ligne, c'est réellement une minorité. Ce sont des personnes qui s'organisent pour porter leur voix alors même qu'ils ne représentent qu'une petite infime partie des personnes qui parlent de cette manière-là en fait sur Internet. Oui, et puis c'est vrai que si on reparle du jeu vidéo et de la façon dont les équipes sont construites, aujourd'hui il y a une minorité de femmes qu'effectivement dans un monde plus égalitaire, ce serait bien effectivement qu'il y ait cette parité, en tout cas d'avoir voix au chapitre et de pouvoir créer de nouvelles histoires, des narrations qui soient justement singulières dans leur approche. Ils peuvent sortir du côté gangster, l'adversité comme on l'on voit toujours dans les films ou les séries d'action. Et donc voilà, de pouvoir justement arriver à des équipes plus égalitaires et afin d'avoir, comme tu le disais, des discours, des contre-discours, des choses, des nouvelles histoires. Très peu de jeux justement sont visibles lorsqu'ils sortent du continent africain par exemple. Et ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce genre de... Et puis ça marche, hein. Moi je prends l'exemple concret des Sims. À la base c'était un gars qui avait proposé ça à son équipe et qui a dit attends, un truc, on gère la maison, on fait du meuble, etc. C'est quoi cette idée un peu bête, quoi, tu vois. Puis à un moment ils se sont fait racheter par Electronic Arts et en fait alors je me rappelle plus le nom de la personne, mais en gros c'était une femme qui était assez haut placée. Le mec a parlé de ce projet-là et elle a dit je trouve ça intéressant, je vais en parler on va dire en
en haut de la société. Ils ont dit, bah vas-y, essaye. Et bah, les Sims, voilà ce que c'est. Carton total, quand il y a eu les Sims 2, je crois que c'était le 4e jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Donc en plus de proposer des choses nouvelles, de nouvelles histoires, etc., pour rassurer les éditeurs, etc., vous pouvez aussi gagner de l'argent. Voilà, si on doit parler d'un point de vue capitaliste, si c'est ça qui vous fait peur, les marketeurs, etc., en vrai, tentez, vous pourrez aussi gagner de l'argent et voilà quoi, même si c'est pas ça le plus important. Et pour revenir justement là sur le jeu vidéo en lui-même, ce qui nous intéressait aussi, c'était de parler du traitement médiatique. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi du journalisme dans le jeu vidéo, même sur les médias un peu plus généralistes. Lorsque les jeux cartonnent, bah, souvent on les voit dans les journaux plus traditionnels. Mais dans le secteur du jeu vidéo, il y a notamment ceux qui ont fait leur beurre sur ça, sans pour autant donner de nom. Enfin, toi, tu en as évoqué d'ailleurs à travers ta vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de ces personnes qui s'installent et s'insinuent, un peu comme toi tu le présentais aussi tout à l'heure, sur ce créneau du wokisme, voilà, on va faire du buzz, effectivement, ouais, voilà. En fait, c'est du hate leak. Quand on voit là, les 3 personnes qu'on a vu, donc Slap, Django et Repère du Gamer, avant ils faisaient du jeu vidéo classique, hein. Ils faisaient du jeu vidéo classique et parlaient de jeu, voilà, sans parler de polémique. Bon, ils faisaient pas beaucoup de vues et là quand ils ont commencé à faire ça, eh ben, ça a commencé à avoir des vues. En fait, c'est un peu opportuniste. Bon, maintenant, il y a Django, il est encore parti, ça parle plus de jeux vidéo, c'est full raciste, voilà. Et donc ça, c'est les petits qui jouent de ça pour monter, mais il y a aussi certains qui sont un peu plus gros. Passer d'inconnu à connu. Bah, un peu plus connu, on reste quand même après dans une petite niche, etc. Ils ont pas passé de 1000 abonnés à 100 000 abonnés, tu vois. Mais voilà, ça a quand même fait, et puis ils ont une vidéo qui pète un peu plus, et comme ça permet de récupérer leur audience. Par exemple, surtout sur par exemple TikTok, tu vas avoir des extraits, et tu auras plus tendance à te dire c'est qui cette personne, cliquer sur le profil, aller voir, et automatiquement ça va donner plus d'audience à la personne. Ouais. C'est ça, et donc ça c'est les petits. Après il y a les gros youtubeurs qui voient quand même que ça, bah, justement, ça fait du clic, ça permet de générer du clic, donc de l'argent, etc. Et du coup, qui quand même ont une notoriété, etc., vont pas se lancer dans des discours aussi haineux et racistes et aller à fond dans leur idéologie, mais qui vont un peu soutenir cette idée-là, en train de dire oui, regardez, finalement les Japonais... de manière assez subtile, n'est-ce pas? On pense à certains journalistes, parce que ce que tu disais aussi de ces créateurs-là, c'est que certains se réclament vraiment journalistes d'investigation, c'est pas du tout leur métier à la base, et ils pensent selon eux à rapporter sur la table, exposer en fait une vérité qui est en fait basée sur des mensonges. C'est aussi ça, donc je pense qu'il faut se rappeler... Oui, de la manipulation des chiffres. Ouais, complètement. Clairement, ouais. Ouais, c'est ça, de faire leur propre pseudo-investigation en disant j'ai lu le bouquin de un tel qui a dit des bêtises et donc je vous le rapporte de telle ou telle manière. Et donc, ouais, je pense que c'est encore une fois, c'est hyper important de ramener ce message de attention, c'est pas parce qu'on vous amène un bout de réalité, en tout cas qui est une réalité déformée, que c'est celle qui prévaut sur tout le reste, quoi. Exactement, et les contre-discours existent aujourd'hui. Bah, en fait, cette vidéo-là, c'est aussi un contre-discours par rapport à tout ce qu'on a entendu jusque-là, et on essaie aussi de rapporter notre avis là-dessus. Je pense que c'est important de revenir sur le contexte de tout ça, en fait. Depuis le début des années 2010, ces mouvements-là réactionnaires, en fait, par rapport à la guerre culturelle, par rapport au fait qu'il y ait des personnages noirs. Je veux dire qu'on parle des derniers Game of Thrones, qu'on parle le dernier The Hobbit, là, qui a été adapté aussi, La Petite Sirène, etc. Beaucoup d'exemples comme ça où on nous dit c'est trop, vous en mettez partout et c'est ça qui ruine nos films, nos jeux vidéo, etc. Moi, je pense qu'une chose que j'aime bien me dire, rien que pour la Petite Sirène, et même ça s'applique aussi à Assassin's Creed Shadows, ça nous embête pas du tout de jouer des meurtriers qui font des sauts comme ça, où c'est pas du tout réaliste en fait, alors que juste avoir des personnages qui existent dans la vraie vie, dans ces fictions-là, ça dérange tout le monde. Le fait que la Petite Sirène soit littéralement un poisson et qu'elle soit en plus dans les îles, dans les eaux caribéennes, en fait, c'est complètement, je dirais même logique avec le fait qu'elle soit noire. Elle aurait peut-être même dû être noire dès le départ. Dans les premières adaptations de La Petite Sirène, elle n'était pas du tout rousse, elle était blonde. Au fil des années, en fait, les représentations avancent avec le monde. Et ça, c'est complètement normal. Et une dernière chose encore pour La Petite Sirène et même pour tout le reste, rappelez-vous que parfois, les acteurs et les actrices sont choisis
parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et je pense que les gens ont tendance à se dire bah non, elle a été choisie parce qu'elle est noire. Non, peut-être qu'elle est juste là à cause de son talent et parce qu'elle a été la meilleure, point barre. Donc ça, c'est un peu pour contrecarrer aussi tous ces discours-là. Et donc, pour revenir sur le commencement un petit peu de tout ça, le Gamergate, c'est un mouvement qui a commencé au début des années 2010 où les gamers ont commencé à harceler des journalistes et des créatrices de jeux vidéo parce que, soi-disant, à cause d'elles, les jeux vidéo commençaient à être ruinés. En fait, ça a commencé par l'histoire personnelle d'une journaliste et créatrice de jeux vidéo, il me semble, qui sortait avec un créateur, lui aussi un développeur. Ils ont rompu et en fait, ce mec-là n'a pas supporté et a commencé à se plaindre sur Internet de son ex-copine, ce qui a rameuté toute la population des gamers sur elle. Et à partir de là, une vague de harcèlement a commencé à se créer et à cibler vraiment les femmes dans ce secteur-là, à les dénigrer. Et en fait, je trouve que tout ça, ça continue en fait d'arriver aujourd'hui parce que on sous-estime la part de femmes qui existent dans le secteur. Évidemment, on n'est pas énorme, mais il faut se rappeler que un chiffre qui est intéressant, c'est que c'est 49% des gamers qui sont en fait des gameuses aujourd'hui. Donc en fait, elles mériteraient aussi d'être représentées directement dans les équipes. Aujourd'hui, c'est à peine 20%, je crois, des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo qui sont des femmes. Donc il y a cet équilibre-là à atteindre. Est-ce qu'on peut parler de la proportion de personnes noires ou de personnes LGBT aussi dans ce secteur-là? On n'a pas de chiffres, donc en fait, on ne peut même pas savoir ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une minorité. Donc si on veut que les représentations changent et évoluent aussi dans les jeux, en fait, il faut que ces personnes-là soient présentes dans les équipes ou alors qu'elles aillent créer leur propre jeu, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Absolument. Oui, je pense qu'il y a aussi toutes les barrières, justement, qui sont mises à l'entrée. Justement, cette toxicité, c'est déjà une barrière en tant que telle. Tu vois que c'est un milieu gangréné, entre guillemets, par l'extrême droite, par des gens qui sont agressives. T'as pas envie d'y aller. Moi, je peux comprendre qu'en tant que personne vulnérable, ou en tout cas, qui est dans ce questionnement-là, t'y vas pas, parce que tu as envie de passer une bonne journée et t'as pas envie d'avoir toutes ces personnes-là et de leur prouver que tu dois encore être meilleur que les autres parce que eux n'ont pas à prouver, justement. Et donc, voilà, c'est cette barrière-là. Puis il y a les financements des jeux aussi. C'est des choses que tu évoquais aussi au début, à savoir démystifier le secteur du jeu vidéo. Quand tu arrives et que tu es une personne concernée par telle ou telle particularité, les gens qui décident justement de ces financements-là, ils vont se dire « Ah oui, ok, est-ce que tu n'as pas un agenda derrière, etc. » Alors que je pense qu'il est vraiment important de se dire nos agendas, c'est nos vies, en fait. Oui, et qu'on a envie de raconter des choses qui sont à l'aune de ce que l'on vit au quotidien, voire même exagérer, fantasmer des choses, et de se dire, tout ça aussi, ça contribue à avoir un monde un peu plus pluriel, justement. Et c'est plutôt une bonne chose, selon moi. Une des questions qu'on se posait aussi avec Mickaël sur tout ça, c'est est-ce que ça va faire peur finalement à des gens qui ont envie de faire des jeux avec des personnages noirs, lead, avec des femmes, des personnes LGBT, etc. C'est une question qu'on se pose parce que l'idéal, ce serait d'éviter le bad buzz, mais Assassin's Creed Shadows et plein d'autres jeux sont aussi un exemple pour montrer que malgré tout, ça fonctionne finalement. Oui. Même le bad buzz, ça reste du buzz finalement. Et ça vaut toujours le coup au final d'aller vers ce qu'on a envie de créer soi-même. Toi, tu es plutôt d'accord avec ça? Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur. Il faut oser justement proposer parce qu'en fait, c'est mieux pour tout le monde. Ouais. C'est toujours mieux pour tout le monde. Plus on a de choix, mieux c'est. Donc il ne faut pas avoir peur. Oui, il y a toujours 2-3 débiles qui vont essayer d'intimider toutes ces personnes qui vont essayer de proposer autre chose. Mais il ne faut pas, comme on le dit, ils sont très petits, ils sont juste très bruyants. En vrai, ils font... En fait, à part du mal mentalement, juste les muter et puis faire ce qu'on a à faire, continuer à avancer, commencer à parler de ce qu'on aime autour de soi et en fait, juste créer, faut pas hésiter à créer. Je suis assez d'accord avec ça aussi. J'ai une dernière question pour vous avant de passer à la chronique de notre cher Oli. Qu'est-ce que vous répondez en fait aux gens qui disent c'est bon en fait, c'est juste un jeu, il y a plus important, il y a d'autres combats à mener. Je sais que j'ai fait une chronique récemment aussi sur la chaîne Histoire Crépue où j'ai beaucoup entendu ce commentaire-là de il y a vraiment plus important à analyser, à critiquer qu'un jeu vidéo. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre vous lorsque vous voyez ces commentaires-là? Moi, je pense qu'on est tous un peu le fruit de son environnement, tu vois. Genre là, moi, je pense à Teddy Riner, par exemple, qui est champion de judo, qui a gagné plein de fois, plein de médailles, etc. Je pense que maintenant, quand tu as un modèle comme ça te permet de dire « Ah putain,
moi aussi j'aimerais bien faire du judo. Tu vois, lui il peut le faire avant, quand ceux qui voyaient David Douillet, ils disaient bah non, c'est pour moi, c'est peut-être un truc de blanc, etc. Et là on va dire ah non, Teddy Riner il le fait. Ah, dans telle série, je vois un ingénieur, bah voilà, il est noir, ou il a mes origines, toi, il a dit qu'il venait de tel ou tel endroit, etc. Et je dis, mais tiens, est-ce que moi aussi je pourrais faire ça? Pareil, que ce soit aussi pour les femmes, etc. Tu dis bah voilà, elle fait tel métier, je l'ai vu là-dedans. Mais en fait, ça nourrit un peu notre imaginaire et ça ouvre notre champ des possibles. Et en fait, pour moi, c'est super important qu'on ait le plus de champs possibles ouverts, que chaque individu puisse voilà, s'imaginer tout un tas de choses pour qu'ensuite qu'il puisse mieux trouver sa voie, comment avancer dans la vie, ses ambitions, etc. Moi, je pense que c'est super important et en fait, ça coûte rien juste de proposer d'autres choses, quoi. Ouais, et puis comme le jeu vidéo est souvent considéré comme une sous-culture par rapport aux autres arts, on parle beaucoup du jeu vidéo, en tout cas les personnes du secteur parlent du jeu vidéo comme 10e art. Alors qu'on y soit pas, c'est pas trop la question, c'est de pouvoir justement se poser les questions que l'on se pose dans la société, c'est-à-dire la représentation, la façon dont justement on fait écho à travers ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui génère de l'argent, parce que c'est un secteur qui draine aussi des motivations, des passions. Première industrie dans le divertissement aujourd'hui, devant le cinéma, la musique, etc. Tout à fait. C'est demain, voilà, un jeu comme GTA 6, ça va, les gens ne se rendent pas compte, en tout cas, qui ne sont pas dans le domaine, ne se rendent pas compte du phénomène que ça va être. Et derrière, même si on parle d'histoire fictive, du fait d'incarner dans ce jeu-là un gangster, qu'est-ce qu'on va amener dans notre société pour demain, les polémiques lorsqu'il y a des tueries de masse aux États-Unis, souvent on dit c'est une personne qui a joué aux jeux vidéo. Justement, comment on fait pour que à travers ces représentations, que ce soit la couleur, que ce soit effectivement le genre, que ce soit voilà, l'attirance sexuelle, il y a tout ça qui doit être, encore une fois, quelque chose qui est à l'aune de ce qu'il y a dans notre société, en tout cas le plus possible. Et d'autoriser justement des jeux comme GTA, c'est super ok, mais aussi d'autres jeux, et de pouvoir aussi faire en sorte qu'ils aient voix au chapitre, et de pouvoir accéder au marché du grand public. Ça, c'est super important. Ouais, moi, je trouve ça super important parce que, par exemple, quand tu es une petite fille noire qui joue aux jeux vidéo, enfin, je sais que quand j'étais petite et que je voulais jouer, c'est tout bête, mais les personnages, il n'y avait que des couleurs de peau blanches. Quand tu voyais, ouais, c'est ça. Quand tu voyais, quand tu vois l'évolution que ça a pris et que tu vois que maintenant, tout bête, Animal Crossing, ton personnage, tu peux lui faire la couleur de peau noire ou même bleue, etc. Enfin, des petits coupes. Tu sais que la coupe afro, c'est arrivé après qu'il y ait une pétition pour qu'ils mettent des coupes afro parce qu'avant, ils l'ont rajouté. Oui, ils ont rajouté. Donc ça fait plaisir, encore une fois. Voilà, quoi. Non, mais c'est réel. Et puis, pendant que certains se disent c'est pas important, il faut bien se dire que d'autres s'organisent pour qu'on croie que c'est pas important. Et pour avoir une vraie influence dans le domaine. Par exemple, l'élection de Trump en 2016, il a gagné les élections aussi parce qu'il a investi en fait l'espace du jeu vidéo. Parce qu'il avait son attaché, son représentant, qui a compris que les gamers étaient une population qu'ils pouvaient absolument attirer, attiser. Et donc, ils ont commencé à contacter énormément de joueurs et de joueuses parce que c'est principalement, en tout cas pour une majorité des hommes blancs hétéros, qu'ils ont réussi à allier à eux. C'est aussi eux qui ont fait que aujourd'hui, Trump, il est aussi passé grâce à ces communautés-là. Donc, il faut bien se dire que pendant que d'autres se disent « non, mais c'est bon », d'autres investissent encore cet espace-là pour effectivement y apporter leur propre influence. Donc, je pense que c'est intéressant de se pencher sur ces questions-là, surtout qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jouent aux jeux vidéo et qui se construisent à travers les jeux vidéo. Beaucoup de jeunes, ça commence aujourd'hui de 7 ans jusqu'à 25 ans. 77 ans. Tu vois, voilà, tout le monde joue en fait aujourd'hui, que ce soit sur son téléphone, son PC ou sa console. Il y a énormément de gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, ce qu'on consomme a aussi un effet en fait sur nous, sur nos trajectoires de vie. Moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup, mais je m'étais jamais dit que j'allais vraiment travailler dans le jeu vidéo. C'est vraiment plus tard, quand j'ai vraiment commencé à faire pas mal de recherches dans le domaine, que je me suis dit, pourquoi pas. Et je sais que quand j'ai vu la première héroïne noire dans un jeu vidéo, ça m'a énormément marqué, en fait, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est possible. C'est possible que ce genre de personnage-là existe, ait ma couleur de peau, etc. Et le truc, c'est que quand on se voit pas, on a l'habitude, tu vois, de jouer à des personnages qui nous ressemblent pas. Mais lorsque finalement on y arrive, on le trouve, ça fait un déclic et on se dit « Ah, ça fait vachement plaisir quand même ». Mais pourquoi est-ce que ça fait autant plaisir ?
C'est une question, en tout cas, je pense qu'il faut se poser. Et c'est terminé pour cette section sur Yasuke. Merci beaucoup pour tes éclairages, Kélix, sur tout ça. C'était hyper intéressant. C'est vachement riche. Hein. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures. Vraiment. C'est clair. Mais c'est important, en tout cas, de faire ce parallèle un peu entre la fiction et la réalité et les impacts que ça a sur nous. Je vous propose maintenant d'écouter Oli qui va nous parler de One Piece et de comment est-ce que ça influence et critique en fait notre société aussi aujourd'hui. Effectivement, le débat sur Yasuke, il met en lumière beaucoup d'éléments, notamment l'influence qu'a l'histoire justement que ce soit sur les jeux vidéo ou dans le manga et les animés. On constate ça avec One Piece, par exemple, Oda, tout le long, nous parle de la discrimination, du racisme, de la misogynie, des inégalités, etc. Et on peut faire un lien entre l'actualité dans le monde et justement beaucoup d'œuvres comme One Piece. Par exemple, quand on regarde le massacre d'Ohara, on a exterminé une population. C'est le gouvernement qui a autorisé cette extermination par rapport aux informations qu'avait cette population. Donc on parle de génocide. On peut aussi parler de Wano. Wano, où on a tout un peuple qui est soumis à une personne au pouvoir et qui ne sert pas vraiment ce peuple. Justement, on a ce peuple du coup qui souffre de famine, qui perd espoir, et on a Luffy qui va venir les sauver. On a aussi l'île des hommes poissons, qui parle de l'esclavagisme, du racisme, de la discrimination. Donc on a des personnages d'ailleurs qui représentent des figures comme Malcolm X ou Martin Luther King. Tout ça dans One Piece ? Ouais, il y a tout ça. Ok. Il y a tout ça, donc c'est super intéressant. Et on a des revendications, on a l'histoire du cycle de la haine, etc. Enfin voilà, c'est super intéressant. Et on a aussi dans One Piece les Tenryubito, donc c'est l'élite entre guillemets. On nous parle de l'impunité des puissants, le fait que on ait une très grande différence entre les personnes qui sont tout en haut et les personnes tout en bas. Donc c'est super intéressant en fait. Et on parle aussi des abus de pouvoir, tout ça. On peut faire un lien avec tout ce que je vous ai dit et l'histoire d'aujourd'hui. Donc je pense au conflit israélo-palestinien par exemple, là où on parle du débat sur si c'est un génocide ou pas. Le Soudan, là où on a énormément de personnes qui souffrent de famine. On a le Congo, là où on exploite les ressources, mais au final le pays n'en bénéficie pas et la population souffre. Et on a aussi récemment Madagascar qui s'est soulevé par rapport à le gouvernement et qui fait beaucoup polémique et qui ont d'ailleurs utilisé le drapeau Jolly Roger. Donc c'est le drapeau qu'on voit de One Piece avec le squelette, etc. et qui l'ont personnalisé. Il y avait ça au Népal aussi, non? Pardon? Oui, il y a eu ça à plusieurs endroits, même en Palestine, quand on voit sur les réseaux, on utilise le symbole de One Piece justement parce que ça a une influence au final sur notre monde actuel et ça reflète ce qui se passe en fait, tout simplement, que c'est un cycle, que c'est en boucle et qu'on répète constamment les mêmes erreurs en fait, tout simplement dans le monde. Voilà. Ouais. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Moi je te rejoins à 200% là-dessus. Moi je suis, comme je suis One Piece depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors on va se dire non mais t'as plus l'âge de regarder ces trucs là-bas. Si, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un reflet de notre monde. Il y a plein de choses, il y a les révolutionnaires aussi, il y a plusieurs groupes où effectivement on se dit tiens, on se fait des vrais parallèles avec la réalité. Et surtout, comme c'est des personnages très très forts, il y a surtout une diversité incroyable dans cette série. Il y a des grands, des petits, des maigres, des géants, des super géants, et tout ça cohabite ensemble. Et surtout, l'unité qu'il y a autour du héros, Luffy, c'est-à-dire l'équipe qu'il a constituée, est incroyable. Chacun est très différent, chacun se complète. Parfois, on en voit certains, d'autres qui disparaissent et qui reviennent plus tard. Et puis, ils nous ont manqué. Enfin, c'est incroyable. J'adore cette série. Mais je trouve ça super émouvant qu'il y ait des peuples, dans la vraie vie, du coup, qui utilisent ces drapeaux pour revendiquer leurs droits, en fait. C'est là où on voit l'impact, en fait, de ces œuvres-là sur la réalité. One Piece, je pense que c'est une des plus grandes œuvres
enfin de ces dernières années quoi. Vraiment, enfin cet homme a raison. C'est vraiment, même si moi j'ai pas tout regardé etc, mais forcé de constater, ça dure depuis 20 ans, il y a encore toujours une grande hype autour de ça, et quand on voit que ouais, on peut le voir même ici, moi quand tu vas en manif etc, tu vois le drapeau de Luffy au Népal etc, et que tu vois qu'il y a plein de choses qui changent, il y a même un nouveau monde qui se crée, tu vois, et que ça sert de support à ce nouveau monde. C'est clair que, enfin, une œuvre, quelle œuvre fait ça On a beau aimer le Seigneur des Anneaux, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté avec des anneaux ou un symbole. Je sais pas, à mon avis, ça a eu son impact aussi, tu vois. Il y a toujours quelque chose qu'on en tire de ces œuvres-là. J'imagine un Gandalf avec des CRS. Vous ne passerez pas. Voilà, ça c'est devenu un mème légendaire, tu vois. Vous ne passerez pas. Moi, j'adore. Tu sais que je repousse le moment où je vais commencer à regarder One Piece parce que je sais que je vais tellement être plongée que en fait j'aurai plus de vie, mais je me réserve ça pour le moment où j'aurai 3 mois de vacances, j'espère très bientôt. Fallait faire ça pendant le confinement. C'est ça, non mais j'ai déconné, j'ai merdé clairement. Merci beaucoup Oli pour cette super chronique, on a appris beaucoup de choses sur One Piece. Je vous propose maintenant de passer à la watchlist ou la playlist. On va parler de nos recommandations en fait d'œuvres de pop culture à regarder, à consommer ensemble. Toi, tu as une reco pour nous, Kelly. Ouais. Alors c'est l'animé mais aussi le manga qui existe. Alors c'est super bien parce que c'est super court. Si vous prenez le manga, c'est 8 tomes. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Du Mouvement de la Terre. Ok. Du coup c'est très court, c'est 8 tomes. Ouais, c'est incroyable. C'est 8 tomes et je crois en série c'est 26 épisodes. Donc c'est vraiment, ça se fait super rapidement. Et en fait on suit des personnes, on est à peu près au niveau du Moyen-Âge, quelque part en Pologne. On sait pas où, c'est pas clairement dit, c'est même une ville et un village fictif. Mais avec des gens qui essayent de prouver que en fait c'est le soleil, enfin c'est le soleil qui, enfin c'est nous qui tournons autour du soleil, parce qu'à l'époque on pensait que c'était le soleil qui tournait autour du monde et que la Terre était le centre de l'univers, etc. Et en fait à travers cette œuvre-là, on suit du coup des gens qui essaient de prouver ça, qui est une quête périlleuse, hein. On pense à Galilée qui a failli mourir, il y en a d'autres qui sont morts à cause de ça, à vouloir prouver ça, parce qu'en fait ça défiait l'autorité. Et en fait, juste on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça change? Tout à l'heure on se disait, mais qu'est-ce que ça change de parler de ça, jeux vidéo, de la représentation, etc. Là, c'est clairement un exemple plus scientifique de qu'est-ce que ça change, le fait de voir notre vision du monde. Qu'est-ce que ça va amener comme changement sur les rapports de domination et de dominés? Qu'est-ce qui protège les dominants, etc. Comment font-ils? Qu'est-ce que ça fait sur le point de vue des individus? Se dire, tiens, je vis dans un monde où en fait on est le fond de l'univers et finalement on est on est une planète parmi tant d'autres, etc. On n'est pas si particulier que ça, etc. Comment ça change en point de vue de société, en point de vue individu, le fait juste de changer ce point de vue. Et c'est super intéressant. Et il y a une manière de raconter, l'auteur a trouvé un petit plot twist qui fait que tu vas toujours être en suspense. Okay. Je dis pas plus, mais vraiment, il y a un truc. En fait, tu vas toujours de dire est-ce qu'ils vont y arriver? Ouais, ça te tient en haleine, quoi. Ouais, il a trouvé un petit plot twist et c'est incroyable, c'est poétique, l'animé a un opening de malade. Je connaissais pas du tout. Tu confirmes? Ouais, franchement c'est cool. Après j'ai drop. Non, j'ai fait l'erreur de drop parce que au bout du 3e épisode, parce qu'en fait ça met du temps quand même à rentrer et on comprend pas trop au début ce qui se passe. Mais je pense que du coup je vais reprendre. Ouais, franchement. Ça me fait un peu penser là à comment ça s'appelle, Dr Stone, je crois, qui est aussi un truc. Il y a beaucoup de science, il y a des expériences scientifiques où il a dit attendez, comment ça se fait que l'étoile elle bouge comme ça et en fait elle fait pas un cercle complet, mais en fait elle fait un truc comme ça, mais pourquoi? Et en fait, il te parle des expériences qu'avaient fait les scientifiques à l'époque et c'est super simple à comprendre, comme Dr Stone quand il explique comment on fait des verres pour les lunettes, etc. Franchement, on a un peu ce côté scientifique aussi et c'est trop bien. Et puis c'est un animé super beau aussi visuellement. C'est philosophique, les musiques, etc. C'est vraiment c'est incroyable. Génial. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, j'ai une reco à vous faire. Je vais vous parler d'un jeu vidéo. Je vais vous présenter un jeu vidéo dont j'attends la sortie encore plus que GTA 6 parce que le concept me fait absolument rêver. Ça s'appelle Reloaded et en gros c'est un jeu vidéo afrofuturiste où vous jouez des Africains qui s'unissent pour récupérer les artefacts qui ont été pillés durant la colonisation
et ensuite exposés dans les musées occidentaux. Pour vous donner du contexte, imaginez qu'on est à la fin du XXIe siècle et les musées ont signé un traité où ils promettent de rendre les œuvres. Sauf qu'ils arrivent à exploiter une faille du traité qui leur permet de ne pas retourner leurs biens aux Africains. Et ça n'échappe pas à nos héros qui viennent du Cameroun, du Congo, d'Afrique du Sud et qui décident, plutôt que d'aller demander la permission encore, ils décident eux-mêmes d'aller faire justice en revolant 70 artefacts qui volent en toute discrétion. Concrètement, dans le jeu, vous montez une équipe, vous préparez votre plan de fuite, vous récupérez les œuvres et vous fuyez en faisant du parcours avec le personnage de Nomali que j'adore. Bon, vous en doutez, hein, comme d'habitude, comme pour Yasuke, ça hurle au wokisme parce que des noirs volent. Mais bizarrement, quand c'était Lara Croft, Nathan Drake, Indiana Jones qui pillaient des temples et des tombes, ça dérangeait personne. Très très bizarre. J'ai eu la chance, moi, d'essayer le jeu et j'ai appris des faits assez choquants, puisque dans la démo, notre première mission est de récupérer des restes du prince d'Éthiopie qui s'appelle Alemayehu, qui sont collectionnés par une aristocrate allemande. Et ça fait écho à sa véritable histoire dans la vraie vie, puisque le prince est enterré en Angleterre alors que sa famille réclame son rapatriement en Éthiopie depuis des années. On a tendance à l'oublier, mais dans la vraie vie, les colons ne collectionnaient pas juste des objets, mais aussi des restes humains. Pendant longtemps, on pouvait les retrouver d'ailleurs aux zoos humains du jardin d'acclimatation à Paris. Donc en fait, jouer à Reloaded, c'est aussi se donner l'occasion de découvrir l'histoire de véritables artefacts qui encore aujourd'hui sont exposés au British Museum ou encore au quai Branly. Vous avez accès dans le jeu à un menu qui vous présente l'histoire de vrais artefacts comme la statue d'un oiseau Porpianong de Côte d'Ivoire, les masques assentés du Ghana et bien plus encore. Donc plutôt que d'aller sur Wikipédia, on peut apprendre sur l'histoire de l'Afrique en jouant à Reloaded. Et rien que pour ça, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. C'est encore une preuve que les jeux vidéo peuvent nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure ou à minima à nous donner de l'espoir. Alors je dis pas d'aller braquer un musée, hein, s'il vous plaît, je dis que si jamais vous en rêvez, c'est possible dans Reloaded qui est déjà disponible en version d'essai sur la plateforme Steam et devrait sortir pour de vrai en 2026. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que le jeu est réaliste? Est-ce que d'ici la fin du XXIe siècle, ils auront rendu les œuvres? Vous avez 4 heures dans les commentaires. Vous en pensez quoi, vous, du coup, de ce jeu et de sa vision? Alors, je connaissais pas du tout, moi. Franchement, ça a l'air super intéressant et ouais, je m'y pencherai. Ouais. Ça vous fait rêver ou pas? Bah ouais, et puis même le jeu, il me fait penser à un ancien jeu mobile qui était trop bien, où c'était un peu du parcours, il fallait courir, esquiver les obstacles, etc. Bon, c'est juste une course-poursuite un peu bébête. Là, il y a un vrai... C'est Cannibals, non? Je crois. C'était un jeu en noir et blanc. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, mais là, sauf qu'on voit, il n'y avait pas vraiment d'histoire, de fond derrière. Là, on a un fond, on a quelque chose, on a une histoire, et puis ouais, ça nous permet d'apprendre tout un tas de choses sur des œuvres d'art africaines. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Ouais, moi, ça me parle énormément. C'est pareil, ça fait partie des jeux que j'attends au même niveau, sinon plus que GTA, et ne serait-ce que par son postulat en réalité qui égratigne. Et puis, comme tu l'as très bien dit, ça commence à faire grincer des dents chez les personnes. Quand ça fait grincer des dents, c'est que ça marche. Il y a quelque chose qui se débloque, tu vois. Tout à fait. Le buzz est intéressant. Et puis même au-delà de la posture, de l'histoire et tout, dans la démo, en fait, vous testez directement donc, toute la partie plateforme, sauter les obstacles, s'enfuir, etc. Et c'est vachement bien fait, rien que la direction artistique, les couleurs, les personnages. Je trouve que c'est trop bien qu'ils aient choisi de faire des personnages qui viennent de plein de pays d'Afrique différents et pas que anglophones, le Cameroun, le Congo. Enfin, ça, c'est hyper intéressant et voilà, je vous le recommande. On passe à une autre recommandation, c'est l'heure de ta chronique à toi, Michael. Alors moi je vais vous parler d'un autre jeu vidéo, mais juste avant je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rougarou? Ah, on est sur la bonne piste. Alors, moi, le rougarou, c'est effectivement la vision sud-américaine du loup-garou, donc de la Louisiane précisément. Okay. Et donc à travers ce jeu, South of Midnight, on va traverser justement tout ce folklore sud-américain, qu'on appelle le folklore cajun, donc cajun qui vient donc de cette région-là, donc les Cadiens, le nom français. Et donc c'est l'histoire de Hazel, donc Hazel en anglais, qui donc suite à une tempête aura perdu sa maison et sa maman par la même occasion, emportée dans les flots par la rivière qui est juste derrière. Donc elle, prise de panique, puisqu'elle allait voir les voisins juste avant pour voir comment est-ce qu'ils allaient, elle court derrière cette maison qui est emportée par les flots. Et petit à petit, on se rend compte qu'elle a des pouvoirs qui lui apparaissent pendant cette tempête. Donc ce sont les pouvoirs de tisseuse, donc, ou de tisserande, c'est pas très clair, mais on va dire qu'elle a la possibilité d'interagir avec les fils de la vie.
Donc les fils qui nous relient tous à la Terre, quoi. Donc c'est tout ce qui est raconté par le jeu. Donc c'est un peu, il faut imaginer un genre de Spider-Man au féminin à travers cette héroïne qui est en plus métisse, donc qui est super bien représentée, ultra stylée. Donc voilà. Et donc l'histoire commence comme ça, à travers cette maison qui flotte sur l'eau, ses pouvoirs qui apparaissent, et donc tout au long du jeu, elle va interagir avec justement entre le monde des vivants et le monde des disparus, donc des anciens esclaves, des créatures folkloriques dans sa ville qui s'appelle Prospero. Et donc elle va rencontrer tous ces personnages pour savoir qu'est-ce qu'il en est advenu de sa mère qui a disparu. Vraiment, on n'en a plus aucune trace, quoi. Donc voilà, c'est un jeu d'action, il faut le voir comme un jeu, on va dire, d'autres représentants comme Uncharted. Alors c'est pas aussi flamboyant qu'un Uncharted, mais quand même, moi j'aurais tendance à le défendre quoi qu'il en soit, parce qu'il n'est pas aussi connu, mais malgré tout, il raconte une histoire assez originale. On voit des personnages, donc comme ce Rougarou que l'on voit, et plein d'autres personnages, surtout des histoires, alors c'est parfois un peu dur, hein, ce sont souvent des histoires très lourdes, où justement on interagit avec ces morts pour comprendre comment ils sont morts, à travers parfois des morts très très violentes, parfois des morts d'enfants aussi, donc je préfère mettre des petits disclaimers quand même en termes de sensibilité, même si on ne voit pas de violence explicite, les histoires sont quand même assez lourdes. Mais voilà, ça reste quand même un très beau jeu, en stop motion, donc un peu comme Spider-Man Into the Spider-Verse, donc où effectivement on voit un peu une image saccadée mais très stylée, de belles images. Ça se passe dans des bayous, dans des forêts enchantées, enfin voilà, on a tous cet univers qui se construit au fur et à mesure jusqu'à justement comprendre ce qui est arrivé à la maman de Hazel. Moi, je défendrai ce jeu corps et âme jusqu'au bout, parce que voilà, je pense que c'est un jeu, c'est une première déjà d'avoir une héroïne noire qui voilà, identifiée, elle a son propre rôle, elle a son jeu à elle, et donc il en faut d'autres des jeux comme ça. C'est ce qu'on a dit à travers toute l'émission, et je pense que c'est pour ça, même si le jeu est sorti il y a un petit bout de temps maintenant, au printemps dernier, il faut le découvrir. Voilà. J'ai fait le cosplay de Hazel, c'est vrai, bien vu, bien vu. J'ai fait une vidéo bizarrement qui a cartonné, j'ai pas compris pourquoi, mais j'étais trop contente, et c'est l'une des rares fois où je me suis dit, ce personnage-là, je vais faire son cosplay, et c'est pas passé inaperçu. Le talent est présent, si vous voulez que je vous dise. Ouais. Et dernière chose, il est disponible sur PC et sur Xbox, voilà, pour préciser, pour que vous puissiez le retrouver. Ouais, moi je recommande vraiment aux gens, aux parents en fait, qui ont des ados à la maison, ou des enfants qui sont en pré-adolescence. C'est le genre de jeu qu'il faut faire jouer, tu vois, juste, pas juste pour la représentation, mais l'histoire qui est derrière, les inspirations. Puis il faut dire, la musique est incroyable, la direction artistique du jeu est magnifique. Il y a des chansons, ça c'est moi j'adore toujours quand les jeux vidéo proposent des chansons, parce que c'est des choses qu'on emporte longtemps en fait derrière nous, et là ce sont justement des chansons qui racontent les histoires des personnages souvent tragiques que l'on rencontre à travers le jeu, et c'est incroyable pour ça. Superbe jeu, on recommande à tout le monde. Merci beaucoup pour ta chronique, Michael. Merci. Les amis, c'est déjà la fin de l'émission. On a parlé de tellement de choses, mais c'était hyper intéressant. Merci vraiment pour vos témoignages et vos éclairages. C'était la première de Disculture sur la chaîne Histoire Crépue. Donc merci à toi, Kellig. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver en fait sur TikTok, Twitch, YouTube, voilà, où je fais souvent des formats courts, mais des formats longs vont encore arriver, comme l'enquête qu'il y a eu sur Yasuke. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, et puis j'espère que ça vous plaira ce que je vais vous proposer. Allez voir sa vidéo sur Yasuke, vraiment elle est très très instructive, et moi en tout cas j'ai énormément appris grâce à toi. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. Oui, n'oubliez pas aussi de nous suivre aussi, Michael, sur les réseaux sociaux, michaelnewton.pro, sur Instagram, moi, Invincible Jane, sur Instagram, TikTok également. Vous pouvez aussi retrouver Purple Doll Oli sur ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Pour rappel, Histoire Crépue a besoin de votre aide, donc n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et puis on se dit rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Disculture avec de nouveaux invités, de nouveaux chroniqueurs. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à tous.